Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 13 avril, un reportage embarqué avec la police nationale dans l'agglomération troyenne. Face à la multiplication des accidents de la route, une méthode s'avère efficace pour prévenir les risques et le non-respect du code de la route. Le véhicule banalisé, vous verrez. La marque de Pascal Café, le roi du chocolat, a depuis longtemps franchi les frontières du pays et du département. Il s'est installé au Japon, à Tokyo, depuis 7 ans. Un mois après le séisme, l'artisan chocolatier suit avec attention l'actualité. Mais l'heure n'est surtout pas à la fermeture à Tokyo, vous l'entendrez. La réouverture du musée du Bois Boucher était attendue depuis 1 an à Nogent-sur-Seine. Cette fois, ça y est. Depuis samedi dernier, le public peut à nouveau admirer la riche collection de sculptures et peintures, parmi lesquelles des œuvres de Camille Claudel. En perspective, le début d'une rénovation plus vaste du site. Reportage à suivre. La préfecture l'a annoncé dans un communiqué ce matin. Dès demain soir, un plan important contre la délinquance routière va être mis en place dans l'Aube. Il était annoncé depuis plusieurs mois pour tenter d'enrayer la hausse dramatique du nombre d'accidents, de tués et de blessés sur les routes depuis le début de l'année. Illustration d'une action préventive déjà en cours dans l'agglomération troyenne, la multiplication des contrôles en voiture banalisés. Annabelle Millet a suivi une patrouille de la police nationale hier après-midi. Il faut avoir l'œil à tout. À certains feux rouges, à certains carrefours, les policiers sont en observation et tous les manquements des conducteurs sont repérés. Il faut dire que dans la voiture banalisée, les citoyens se méfient beaucoup moins. Les gens ne font pas attention à un véhicule banalisé. Ils pensent que c'est un automobiliste lambda. Et nous, on est à côté, vous avez vu, on remonte les fils tranquillement. Aux intersections, on essaye de se trouver les premiers sur le feu pour constater tout ce qui passe de façon perpendiculaire. Les gens, en fin de compte, on découvre le véritable visage de l'automobiliste. Ceinture non bouclée, non-respect de la signalisation au sol, utilisation du téléphone portable au volant. Les infractions sont beaucoup plus nombreuses qu'on peut l'imaginer. En 1 heure, les policiers ont dressé 3 procès-verbaux et constaté plus de 5 infractions. Pas de clignotant, des changements de fil intempestifs sans clignotant, on ne respecte pas le marquage au sol. Un petit peu de tolérance, un petit peu de prise en compte de la part de chacun. Que les automobilistes conduisent un petit peu pour les autres et surtout qu'ils prennent conscience que la route, c'est pas un terrain de jeu. Surtout qu'on tombe toujours au mauvais moment. Les gens nous le disent, je ne téléphone jamais. Et la seule fois où je téléphone, vous êtes là. Et c'est le cas pour cette mamie pressée qui emmène sa petite fille passer un examen de musique. Un feu rouge grillé, mais en toute conscience. Il était pas orange, il était rouge. De l'inattention, non, je ne veux pas être fausse. Non, j'ai dit, il faut que je me dépêche de passer. Je suis sincère. Mais j'ai vu que l'orange était bien mûr, comme on dit. Le véhicule banalisé de la police nationale circule tous les jours sur les 11 communes historiques de l'agglomération. Un outil qui s'inscrit en complément d'actions préventives déjà mises en place par la police. Il faut impérativement doubler ces actions préventives par de la dissuasion. Et si cette dissuasion doit passer par la répression, c'est un mal nécessaire et il faut impérativement, encore une fois, que les automobilistes en prennent conscience. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est avoir une action réelle et en profondeur sur les comportements des usagers. L'alcool reste encore un des premiers fléaux du conducteur en ville, tout comme le non-respect des règles de priorité. Le manque d'attention et de concentration des usagers de la route aujourd'hui ne permet pas, en l'état, au nombre d'accidents corporels de baisser. Si le respect des règles de conduite prévaut sur la route, en cette période de travaux importants dans le centre-ville de Troyes, notamment sur les quais de Seine, les automobilistes sont parfois tentés d'enfreindre les règles du stationnement, car il est de plus en plus difficile de se garer dans le bouchon de Champagne. La mairie et 3 parcs auto ont donc choisi plusieurs mesures symboliques dans les parkings pour faciliter l'accès au commerce notamment. Explication avec Dominique Boisseau, maire adjoint en charge du renouvellement urbain et président de 3 parcs auto. En concertation donc avec les riverains, avec les commerçants, on a effectivement tenu compte, en s'étant aperçu nous-mêmes qu'il y en avait une baisse sensible de la fréquentation des stationnements horaires et qu'il y avait nécessité de soutenir le commerce de centre-ville, et en particulier celui qui est touché plus particulièrement par les travaux qui se déroulent le long du canal. À compter de vendredi matin, à l'ouverture du parking, on pourra stationner dans le parking des Halles pour une durée de 1 heure gratuite. Le constat, c'est la suppression d'une centaine de places à l'emplacement où se trouvait la dalle qui couvrait le canal,
Donc en compensation, si vous voulez, notamment par rapport à du stationnement rapide, on vient installer effectivement un parking en dépit dans le bas de la rue Général de Gaulle pour une dizaine de places. Le 11 mars dernier, le chocolatier au bois Pascal Café a assisté comme tout le monde à la vague meurtrière au Japon, mais avec pour lui un arrière-goût un peu amer, un peu particulier, car il possède depuis 2004 plusieurs franchises à Tokyo, vitrine de luxe et de l'excellence française. Depuis un mois, le meilleur ouvrier de France dans sa catégorie se tient informé quotidiennement des conditions de vie sur place pour ses employés, mais pour l'instant, pas question de fermeture. Une preuve de plus que le chocolat est bien antidépresseur. Reportage Annabelle Millet. Tsunami japonais et la catastrophe nucléaire, Pascal Café les a vécus par télévision interposée, mais aussi par les employés qui travaillent à Tokyo dans ces deux boutiques. Moi, quand j'ai appris tout ce qui s'est passé, donc j'ai déjà pris des nouvelles des gens qui travaillent là-bas pour la marque Pascal Café. Et donc, si vous voulez, ils sont très, enfin, c'est des gens et tout va bien, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il ne s'est pas passé grand-chose, ils ne nous alarment pas du tout. Donc on a des commandes qui étaient prévues pour être expédiées et c'est vrai qu'ils ont juste retardé un petit peu les livraisons parce qu'il n'y avait pas d'avion qui partait sur Tokyo. Et j'ai encore envoyé d'ailleurs ce matin un email pour demander des nouvelles et ils me répondent que bien sûr à Tokyo les Japonais sont un peu tristes mais que l'activité quand même fonctionne. Ils ne veulent pas non plus que ça se voit de trop que ça va pas trop bien, quoi. La douzaine de collaborateurs tokyoïtes de Pascal Café pense même au business à venir, à de nouveaux produits, de nouvelles recettes. Les nouvelles que le chocolatier reçoit de la capitale nippone paraissent plutôt bonnes. Par rapport au nucléaire, ils ont tendance à diminuer un peu les choses en pensant que ça va s'arranger parce que je pense qu'il faut souhaiter que ça s'arrange et qu'ils trouvent des solutions. En attendant, vous avez des gens qui se sont sacrifiés pour leur pays et qui se sacrifient encore pour leur pays à l'heure actuelle, quoi. Le tremblement de terre, Pascal Café l'a expérimenté déjà au Japon, une expérience surprenante. J'ai vécu une fois un petit tremblement de terre, ça a duré 10 secondes. Donc moi qui n'avais pas l'habitude et qui n'avais jamais connu ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Après ça n'a duré que 10 secondes et c'était vraiment faible, quoi. Mais c'est impressionnant quand même. Pour le chocolatier au bois, le marché japonais représente 10% de sa production annuelle et 5% de son chiffre d'affaires chocolat. Mais pour Pascal Café, l'important aujourd'hui reste de prendre des nouvelles de ses collaborateurs, des Japonais qui le rassurent et pensent déjà à de nouveaux produits à élaborer. Et Pascal Café donnera d'ailleurs demain jeudi une conférence à 18h30 sur le chocolat à la Maison de l'Outil à Troyes. À quelques jours de Pâques, l'entrée est libre et gratuite. Après un an d'attente, le résultat est enfin accessible au public depuis samedi. Le musée Nogentais du Bois-Boucher s'est fait désirer. Le temps de se refaire une santé avant la transformation plus profonde du site en 2014. Le nouvel espace met en scène un parcours scénographique repensé pour éclairer le visiteur sur la plus grande collection d'œuvres de Camille Claudel. Et près de 200 sculptures ou peintures sont à découvrir. Cyril Tavernès s'y est rendu samedi à l'occasion du premier jour de cette nouvelle saison historique. Après un an de travaux et 300 000 € d'investissement, le musée du Bois-Boucher a ouvert ses portes ce week-end. Une trentaine de peintures et une soixantaine de sculptures de maîtres du 19e et 20e siècle, comme Camille Claudel, Delaunay et bien sûr Dubois et Boucher, sont visibles. Le conservateur du musée est heureux de cette ouverture. Heureux et puis soulagé aussi parce que ça a été un très gros travail, ça a duré longtemps. Ceux qui connaissaient le musée redécouvrent les collections tout à fait autrement. Et ceux qui ne connaissaient pas le musée le découvrent et l'apprécient, je pense. Ce lieu sera ouvert pendant 3 ans, le temps qu'un musée plus grand et plus moderne voit le jour, à 200 mètres de là, en plein Nogent. Celui-ci a été refait à neuf, certes, mais reste trop petit, d'autant que de nouvelles sculptures devraient être livrées. Parce qu'actuellement, le souci, c'est qu'on est dans un bâtiment, le musée historique qui fait 300 mètres carrés, et donc c'est pas très grand. Donc là, c'est une présentation, ce qui est montré actuellement. On essaye de jouer sur les espaces en faisant une présentation qui soit claire, qui soit agréable, qui soit aérée
Et on attend le futur musée pour montrer beaucoup plus de pièces. Joëlle travaille au musée en tant qu'hôtesse d'accueil depuis 6 ans. Pendant l'année de travaux, elle a aidé à vider le musée, mettre les œuvres en caisse ou bien encore peindre les socles visibles aujourd'hui. Ce musée, c'est un peu son musée. Elle tient absolument qu'il y ait le plus de monde possible qui le visite. Moi, je ramène tout le monde. Il faut absolument qu'ils viennent voir le musée. Ça, ils ne peuvent pas passer devant sans rentrer. Il faut absolument qu'ils rentrent. Parce qu'on a vraiment un outil formidable, superbe. Les jours d'ouverture sont du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Le lundi et le mardi sont plutôt réservés aux scolaires car le musée a signé une convention avec le rectorat de la Champagne-Ardenne. Et pour se préparer à la visite du musée à quelques jours des vacances de Pâques, le site internet donne un bel aperçu au www.musée-nogent-sur-seine.fr. Vous voyez l'adresse. L'entrée coûte 3,20 € et c'est 2 € pour les tarifs réduits. On termine ce journal avec l'aboutissement d'un projet éducatif lié à l'environnement cet après-midi dans le quartier de la Planche Clément à Troyes. Depuis janvier dernier, 14 jeunes adolescents ont œuvré pour leur quartier tous les mercredis et pendant les dernières vacances scolaires. En lien avec le bailleur social Troyes Habitat, cet après-midi, l'équipe a terminé son atelier éducatif en présentant sur place une exposition de photos et des plantations dans le jardin partagé que vous voyez, qu'ils ont créé d'ailleurs, une action pédagogique qui a porté des fruits et donc bientôt peut-être des légumes. Hassan El Jabari est éducateur de quartier. C'est lui qui a encadré les jeunes pour cette opération. Ça concerne 14 jeunes âgés 12 à 16 ans, donc sur des ateliers liés à l'environnement. Donc voilà, sur le tri sélectif, de la peinture et puis du jardinage, tout ça. Donc au bout de ces 4 mois, du 18 au 22 avril, ces jeunes partent au séjour éducatif au lac du Der. Donc on a commencé en septembre 2009 sur le tri sélectif. En novembre, nous avons planté un sapin. En décembre 2009, nous avons décoré le quartier de Noël. Et au printemps 2010, nous avons créé le jardin partagé sur le quartier de la Planche Clément. Donc voilà comment ça a commencé l'aventure. Et aujourd'hui, sur 4 mois, 12 jeunes partent au séjour. Interview signée Adrien Pulby. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour demain avec Sandra Durupt. Demain, vous retrouverez Damien Ardois pour le journal. Très belle soirée à tous. À bientôt.